Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Ce qui s'est déroulé lundi à l'Assemblée nationale n'est pas digne de notre parlementarisme. N'ayant pas le courage d'assumer ses choix, le socle commun s'est joyeusement livré dans une parfaite connivence avec le RN, un contournement des procédures législatives. Fuir le débat honore personne et certainement pas les parlementaires. Sans doute, Madame la ministre, la pression était-elle trop forte ? Car le syndicat agricole majoritaire, non satisfait d'avoir eu le privilège de rédiger lui-même la proposition de loi, s'est permis de venir devant l'Assemblée nationale mettre la pression. Et permettez-moi de m'adresser à vous, Monsieur le Premier ministre. Contrairement à ce que vous avez pu dire hier sur les ondes et dans les journaux, il n'y a pas besoin que vous nous expliquiez le texte. C'est mon métier et je sais de quoi je parle. Nous le comprenons parfaitement et c'est pour ça que nous y sommes farouchement opposés. Non à l'assouplissement de l'usage des pesticides, non à la réintroduction des néonicotinoïdes, non à la normalisation des mégabassines et des fermes-usines. L'allègement des contraintes n'est ici qu'un élément de langage servant à faire passer des intérêts court-termistes d'une agriculture chimique intensive et passéiste. Vous nous répétez sans cesse, Madame la ministre, que le texte est attendu par le monde agricole. C'est faux et archi-faux. C'est mon monde et j'attends pas un texte comme ça. Il est uniquement attendu par les syndicats libéraux, droitiers et réactionnaires, voire conservateurs. Le débat ne doit pas être intra-agriculteurs, il doit être ouvert et toute la société doit y prendre part. Madame la ministre, cessez de regarder ailleurs quand la communauté scientifique est unanime et quand 1000 chercheurs et médecins nous alertent sur les dangers de cette loi. Ayons collectivement de l'ambition, cessons d'aligner les normes sanitaires et environnementales à la baisse. Simplifier, oui, il faut simplifier, c'est indispensable. Mais simplification ne doit pas rimer avec régression. Alors je vous demande, Madame la ministre, quand allez-vous entendre le monde paysan dans son ensemble, tous les paysans? Quand allez-vous entendre la société dans son ensemble, tous les citoyens? Et à défaut de débattre devant la représentation nationale, ayez au moins ce courage, Madame la ministre. Entendez les agriculteurs bio, entendez les apiculteurs, entendez les Français qui veulent plus de pesticides. Monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot, vous évoquez évidemment l'adoption de la motion de rejet par une majorité de députés ce lundi. Vous avez un regard de sénateur. J'aimerais que vous regardiez ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le dépôt de près de 3500 amendements. 3500 amendements qui auraient conduit à ce que le texte ne puisse pas aller jusqu'au vote. C'est là le scandale démocratique, monsieur le sénateur. Le débat, j'aurais aimé qu'il ait lieu. Nous sommes arrivés en séance avec une pile de documents comme cela. Cela fait des semaines que nous nous préparions au débat et nous l'aurions conduit avec beaucoup de conviction. Donc pas de procès d'intention à l'égard du gouvernement. Je respecte la voix des parlementaires. Ils en ont décidé ainsi. Et je pense que le débat, il a eu lieu pendant 70 heures en commission, monsieur le sénateur. Il aura lieu en commission mixte paritaire et au moment de la lecture des conclusions. Maintenant, sur le texte lui-même et sur le fond. Vous avez, monsieur le sénateur, assisté au débat ici. Vous y avez d'ailleurs longuement contribué et je vous en remercie. Et vous avez vu d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés, ici au Sénat. Le texte, nous l'avons travaillé avec le ministère de la Transition écologique et nous sommes tombés d'accord sur à peu près, je dis bien à peu près, tous les articles, à l'exception de l'article 2. En tout état de cause, je défends la position du gouvernement et c'est au nom du gouvernement que je me suis toujours exprimée. Vous opposez les modes de production et vous opposez les paysans entre eux. Ça ne sera jamais ma philosophie. Ce ne sera jamais ma philosophie. C'est peut-être la vôtre, elle vous appartient, mais je crois que c'est une impasse. Mesdames et messieurs les ministres, votre gouvernement a fait adopter par le Parlement un budget de la sécurité sociale en déficit de 22 milliards d'euros. C'est un déficit historique hors période de crise. Et vous aviez alors refusé la proposition que nous avions faite de retour à l'équilibre en 4 ans qui reposait sur des mesures sur les recettes, sur les dépenses et sur l'efficience. Vous aviez balayé cela, aucune discussion possible en CMP. Alors expliquez-nous, s'il vous plaît, comment face à ce que Monsieur le Premier ministre qualifie d'Himalaya,
nous allons éviter à notre sécurité sociale de sombrer dans le ravin. Monsieur le sénateur Jomier, vous pointez les éléments tirés du rapport de la Cour des comptes qui a été présenté récemment et qui effectivement reprend la situation difficile et très tendue de la sécurité sociale, de notre sécurité sociale, qui est particulièrement suivie, qui fait l'attention d'un suivi permanent du gouvernement, comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue Amélie de Montchalin. Cette situation, elle s'explique aussi, vous avez dit que là, on est dans une situation en dehors de crise, on n'est pas en dehors de crise. Successivement, notre sécurité sociale vit aussi les impacts des crises, la crise sanitaire, puis la crise inflationniste, puis la crise géopolitique, tous ces éléments qui pèsent évidemment sur notre économie. Vos propositions ont été écoutées dans le débat lors du PLFSS et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce qu'une forme d'accord ait pu être pris à l'occasion des discussions budgétaires. Et il était bien important et nécessaire que nous puissions trouver une sortie, une issue pour faire bénéficier à notre pays de cette sécurité sociale. Nous allons continuer à suivre de près la situation actuelle, mais nous le savons, nous devrons encore prendre de nouvelles mesures sérieuses, parfois difficiles, des mesures d'efficience, mais aussi des mesures d'allègement, des mesures d'économie, des mesures de baisse des dépenses qui nous nécessiteront, là encore, des discussions, du courage et que nous aurons encore à avoir ensemble dès le mois de juin, mais aussi dès 2026. Et parce que nous sommes aussi face au mur démographique et nous savons que nous allons devoir, avec le vieillissement de la population, accompagner encore de nouveaux besoins. Nous aurons aussi à nous pencher sur le financement de notre sécurité sociale. C'est tout l'enjeu des discussions demandées par le Premier ministre pour revoir le financement de l'ensemble de notre système de sécurité sociale. Je dois dire que je suis assez dubitatif. J'ai lu et relu avec beaucoup d'attention les propos du Premier ministre. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup de temps donné à la résolution d'une question qui est pourtant urgente. Le macronisme, c'était la promesse de revaloriser le travail. En fait, vous avez enrichi le capital. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, avec votre projet de TVA sociale, que vous allez en gros attendre les salariés à la sortie du bureau ou de l'usine pour les taxer quand ils feront leurs courses. Vous portez une mesure qui est une mesure d'injustice sociale. Nous vivons dans un pays qui, depuis 8 ans, est devenu un pays où le travail est surtaxé et où les héritiers et les rentiers sont sous-taxés. Vous avez transformé la France en un pays qui, effectivement, est injuste socialement et pénalise le travail. Et aujourd'hui, alors que depuis 8 ans, vous êtes aux responsabilités et que ce sont les parlementaires du socle commun qui ont adopté ce dernier budget de la sécurité sociale, vous venez nous dire qu'il faut faire preuve de responsabilité quand votre gestion de la sécurité sociale a été responsable. Alors c'est très simple, peut-être vous ne sauverez pas la sécurité sociale du ravin, mais que ce soit très clair, c'est votre gouvernement qui sera en question. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues, Gaza est plongé aujourd'hui dans une terrible descente aux enfers sur fond d'effondrement du droit international. La reprise des frappes israéliennes en mars dernier a fait plus de 3500 morts et a constitué un retour en arrière dramatique pour les femmes, les jeunes, les travailleurs humanitaires, les journalistes, mais aussi pour les otages israéliens et leurs familles, comme pour la sécurité de toute la région. Après 2 mois de blocage de l'aide humanitaire par Israël, la famine s'installe. Et cette escalade de la violence, depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, résulte d'une stratégie assumée publiquement aujourd'hui par le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. Je cite, « plan de conquête, déplacement massif de population, destruction complète de Gaza ». Ces mots, au XXIe siècle, sont inqualifiables. Et pourtant, les sociétés civiles du côté israélien et du côté palestinien se mobilisent et manifestent quotidiennement. J'en veux pour preuve cette initiative qui a été tenue le 9 mai dernier, le sommet des peuples pour la paix à Jérusalem, où l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert, en lien avec l'ancien chef de la diplomatie palestinienne Nasser Al-Kidwa, ont présenté un plan de paix pour ne pas laisser les extrémistes des 2 camps, qui se nourrissent de vengeance, de peur et de haine, décider de leur avenir. Monsieur le ministre, l'heure n'est plus aux déclarations de principe. La Cour internationale de justice avait évoqué un risque de génocide à Gaza il y a 1 an, nous y sommes. Face à l'horreur, quelles mesures concrètes la France compte-t-elle prendre
et mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour protéger la population à Gaza, obtenir un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages israéliens. En outre, pouvez-vous nous indiquer l'état des discussions et de l'engagement de la France dans sa volonté de reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'a déclaré le président de la République, dans la perspective de la conférence internationale qui se tiendra aux Nations Unies en juin prochain? Monsieur le sénateur, vous avez décrit la situation tragique à Gaza avec des mots particulièrement justes et je veux vous en remercier. Sur votre première question, ce que la France peut faire dans l'immédiat pour mettre fin à la catastrophe, eh bien, nous avons soutenu l'initiative portée par les Pays-Bas, appelant la Commission européenne à examiner le respect par le gouvernement israélien de l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, article 2 qui prévoit que chacune des deux parties respecte les droits de l'homme. Par ailleurs, comme nous l'avons fait par le passé, nous nous tenons prêts au niveau national comme au niveau européen à prendre à nouveau des sanctions si la colonisation extrémiste et violente qui a miné le territoire de la Cisjordanie en fragilisant la perspective d'un État, puisqu'il faut la contiguïté territoriale pour pouvoir assurer l'existence d'un État, devait se poursuivre. Et puis au-delà, parce que la France, comme d'autres pays dans le monde, comme les sociétés civiles que vous avez citées et qui doivent jouer un rôle important dans ce processus de paix, soutient l'idée selon laquelle il n'y a aucune solution militaire au conflit israélo-palestinien et que seule une solution politique est susceptible d'apporter la paix et la stabilité de la région. Dans cette solution politique, chacun a une clé entre les mains. La France et d'autres pays européens, pays occidentaux, ont la capacité de reconnaître l'État de Palestine. L'autorité palestinienne, je m'entretenais mardi matin avec la ministre des Affaires étrangères, doit pouvoir avancer dans son chemin de réforme que nous soutenons pour être en capacité, le moment venu, d'exercer pleinement sa mission de gouvernement d'un État de Palestine. Les pays arabes de la région, quant à eux, détiennent une clé qui est celle de la normalisation à terme avec l'État d'Israël et, je dirais, de l'acceptation d'une architecture régionale de sécurité, comme nous l'avons avec l'OTAN, qui permettent l'insertion de l'État de Palestine à venir et l'insertion de l'État d'Israël. Et enfin, l'une des clés, c'est aussi le désarmement définitif du Hamas, son exclusion de toute forme de gouvernance à Gaza à l'avenir et l'exil sans doute de son leadership politique. Et c'est ainsi que nous préparons cette conférence pour les deux États. Il faut conclure maintenant. Qui doit amener chacune des parties prenantes à prendre sa part pour faire advenir cette solution politique. Monsieur Ziane. Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez évoqué, la France a une clé dans ce conflit et la situation actuelle ne peut pas permettre de souffrir d'aucune ambiguïté dans nos propos. Le momentum politique et diplomatique que le président de la République a conçu et a construit a suscité un espoir immense. Sans issue positive au moment de cette conférence internationale, le chaos risque de régner. J'insiste aussi, en 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des résolutions pour reconnaître l'État de Palestine. Il est temps désormais, pour la voie de deux États qui vivent en paix et la sécurité d'Israël et de la Palestine, que nous avancions de ce point de vue.